Ah, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux parce que ça commence un petit peu presque à me lasser en un certain sens, cette série, en tirant sur la corde sur des éléments qui, pour moi, méritaient pas qu'on tire sur cette corde-là, et aussi en partant sur quelques facilités un petit peu trop grosses dans l'absolu, dans la narration. Hein, même si ça essaye de faire quelque chose de poussé, mais il y a il y a une approche qui me gêne énormément dès le départ. Mais avant d'en parler, il faut que je touche un petit mot sur le titre. Hein, vous avez peut-être remarqué sur le carton titre que le titre de cet épisode, c'est Croix, croix, bâton, croix. Hein, ce qui veut dire que c'est 29 en chiffres romains. Et ça a toujours été comme ça, en fait, dans les titres VO. Ils se sont pas fait chier à trouver un quelconque titre, ils sont juste dit, ah tiens, on fait le numéro de l'épisode en chiffres romains. La version française s'est dit qu'elle allait faire preuve d'un peu plus d'imagination et donc a pondu des titres plus recherchés et qui pour certains n'étaient pas très à propos, mais bon. Et ils se sont dit pour cette dernière saison, oh puis merde, on s'en fout. Ce qui fait que ça fait un décalage particulièrement bizarre, je vous cache pas. Ou alors, peut-être qu'il existe des titres français, mais sur les sites où je suis allé, c'était toujours ça, la saison 4, quoi. C'est juste que la France s'est dit merde, on va plus s'emmerder. Déjà que ça a pas eu énormément de succès cette série, la plupart des gens s'en foutent. Pourquoi on s'emmerderait à trouver des titres? Peut-être le truc, je ne sais pas. C'est le petit truc un peu cocasse que je tenais à souligner, hein, ce qui, évidemment, n'appuie absolument en rien la qualité de l'épisode. Hein. L'épisode pourrait s'appeler Blafourga Ploup Ploup, que ça pourrait tout à fait être génial si ça racontait quelque chose de bien. Le fait est que ça raconte quelque chose de correct, pas mal dans l'idée, mais il m'agrippe pas, vraiment. Et je pense que en grande partie ça vient du début, où on nous balance direct, plusieurs mois plus tard, avec Flint et compagnie qui s'apprêtent à attaquer Nassau. Et énormément de questions me pop tout de suite. Pourquoi attaquer plusieurs mois plus tard alors qu'ils étaient en pleine débâcle, défaite et que vous auriez pu les filer un peu après alors qu'ils avaient plus le temps Pourquoi vous faites ce truc sans stratégie plus que ça, en tout cas pour l'instant c'est l'impression que ça donne. Pourquoi Maddy sur le bateau a participé? Je veux dire, voilà, c'est une princesse guerrière apparemment, totalement jusqu'au bout, hein, qui se ressent pas plus que ça une fois de plus. Beaucoup de choses comme ça. Et c'est vraiment histoire de nous balancer dans la sauce, dans le bain, sans qu'on soit vraiment pleinement dedans. Et je pense que c'est le problème principal, c'est que étant donné que je suis pas dans le bain et que vous me balancez directement dans le conflit, il y a énormément de choses qui font rusher et c'est une façon complètement de, de casser tout ce que ça a mis en place dans la saison précédente, à la fin en tout cas, avec ouais, cette coalition de pirates prête à en découdre. Ils attaquent Nassau et au bout de 15 minutes, bah, ils sont défaits et merci. Faudra trouver autre chose. C'est ça en fait. Là, le bateau de Flynn se fait avoir par surprise parce qu'il y a des barricades avec des faux bateaux, enfin des bateaux vides qui sont mis devant. C'est un truc qui aurait peut-être pu se repérer par longue vue, je pense, mais je suis pas spécialiste. Et ouais, ils se font battre par les canons du fort qui ont eu tout le temps de se refaire hein, depuis le temps, puisqu'il s'est passé plusieurs mois, une fois de plus. Pourquoi plusieurs mois attendre hein? Ça fait partie des grandes questions que je me pose. Et voilà, c'est la débâcle, ils essaient de se défendre un petit peu, ils font quelques petits dégâts mais rien de sensationnel et si le bateau finit par sombrer, il y a Teach qui se barre, j'en parlais de ça, oui, voilà. Introduction, biatch, dans ta gueule, très bien, fort bien, Euh, je sais pas, oui, on va donner plus de détails là-dessus, en montrant quand même qu'on fait de la narration qui n'est pas dans l'exposition. Et j'avoue que c'est quand même un truc que je peux saluer. Ça évite l'exposition basique et forcée. Mais il y a un moment donné, quand tu balances in medias res dans le délire, je me dis waouh, il y a beaucoup de choses qui auraient mérité qu'on passe plus de temps.
Parce que voilà, il y a toute une partie, toute une période qu'on zappe quasi totalement. Et je trouve ça un petit peu trop brusque, sincèrement. Ça me gêne un petit peu et ça m'empêche de prendre pleinement la force de ce conflit. Parce que bon, je tiens quand même à souligner que en termes de bataille et d'échelle, c'est bien rendu. Une fois de plus, une bataille maritime, un vaisseau, un bateau pirate qui tombe en éclats et une bonne partie d'entre eux qui doivent fuir tandis que certains sombrent. C'est quand même très fort en termes de mise en scène et ça demandait un grand talent de décor. Et c'est un truc vraiment que je peux vraiment saluer. Et je pense que c'est les plus méritants dans cette équipe, c'est vraiment les chargés de décors et d'accessoires qui doivent faire un travail dantesque, hein, ça se ressent vraiment. Mais en dehors de ça, en dehors du côté épique, purement visuel de la bataille, je... ça va vite, ça sort comme ça et ça casse beaucoup trop de trucs en fait. Ça veut dire, oui, ce qu'on a mis en place à la fin, c'est cassé maintenant, voilà. On va passer à autre chose. Ok. Et ça suivra donc certains développements de personnages un petit peu dispersés. Je commence par quoi? Allez, Teach s'est barré parce que voilà, il a vu que ça se passait mal et il a envisagé la possibilité soit de combattre avec Flint pour faire des dégâts, soit de se barrer en risquant de se faire poursuivre par la marine en étant sous nombre. Et il a choisi la deuxième option, même si Jack n'était pas d'accord. Et ouais, ce qui se passe, il se barre. Il y a deux vaisseaux de la marine, il me semble, un ou deux vaisseaux de la marine, je sais plus, j'ai pas fait gaffe, qui est clairement sur surnombre. On dit clairement qu'ils vont avoir l'avantage et qui réussira à battre comme ça, en une ellipse. On va faire un tout petit peu de mise en place histoire de dire, mais en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il range ses canons, il amène, je ne sais pas trop comment, l'autre bateau qui le pourchasse à aller à l'abordage directement et à pas le canarder avec ses canons. Je vois pas pourquoi il ferait pas ça, mais il y a peut-être certaines manœuvres qui le forcera à pas le faire. Je ne sais pas, hein, ce n'est pas mis en avant, on rush un petit peu ça. Et la seule chose sur laquelle on se centre, c'est Jack qui se bat corps et âme contre un seul mec. Voilà quoi, c'est l'abordage, on se bat, mais c'est surtout Jack qui se bat contre un seul type. Il n'y arrive pas tout seul, il y a même un mec qui prend le relais rapidement pour se faire buter, tandis que j'ai de la... je n'arrive pas à tirer mon fusil son écran pour le... Ça fait un peu ridicule ça. Et ouais, il finit par le battre. Et il y a Anne qui lui jette un regard. Comment oses-tu t'être battu contre un mec, justement, et Ellipse, et ils ont gagné. Voilà. Wow, vous me lancez tellement dans la force de vos conflits avec ce genre de truc. Ils ont gagné parce qu'ils avaient plus de peps, ils avaient plus la niaque, sans doute. Voilà. Et on a une conversation entre Jack et Anne, où Anne reproche à Jack d'être trop tête brûlée parce qu'il s'est battu contre un mec. C'est tout ce qu'on voit de lui en tant que tête brûlée. Ah, tu t'es battu contre un mec. Oui, il voulait aussi attaquer le fort avec Flint, c'est vrai. On peut dire ça, mais voilà quoi, elle lui en va un petit peu, et c'est là que Jack lui dit qu'il veut faire en sorte, il veut tout faire en sorte pour venger Charles Vane qui s'est sacrifié pour eux. Et Anne, un petit peu connasse sur le coup, dit on emmerde Charles Vane, c'est notre vie. Si je veux conquérir un assaut, c'est pour notre nation, c'est pas pour honorer sa mémoire particulièrement, même si je respectais, hein, bien sûr, mais faut pas non plus que tu t'acharnes à vouloir respecter les vœux d'un mort, et ok. Je la trouve bien froide à ce niveau-là, quoi. C'est comme si c'est sans doute une connerie du genre. Elle n'arrive pas à avouer qu'en fait elle a peur pour lui parce qu'il se met trop en avant et qu'elle voudrait pas le perdre. C'est pas impossible. Honnêtement, leur relation de couple, je m'en fous. Je suis désolé hein, pour les fans du couple, mais je m'en fous personnellement.
À chaque fois, ça, il y avait un tout petit peu de plomb dans l'aile, et quand je disais un tout petit peu, c'était vraiment forcé avec leur coalition avec Max. Je trouvais ça sans intérêt. Là, c'est pareil, quoi. Vous vous disputez pour des conneries. Ah, je suis pas sûr qu'on ait les mêmes motivations maintenant et que ça peut nous séparer, tout ça, tout ça. Je me dis, si tu veux, je vous cache pas que quand Jack crèvera, parce que ça paraît être prévu avec ce qu'on essaye de mettre en place, j'en parlerai quand on sera à cette scène-là, ça me fera pas grand-chose, je pense. Ou alors, il faudra faire de la superbe mise en scène pour ça, mais honnêtement, cette relation de couple. Hmm. Et puis, on voit rapidement que Teach a fait exécuter tous les prisonniers et repart vers Nassau pour réclamer un truc en particulier. Et on sous-entend de façon assez claire que c'est Eleanor. Il voudrait marchander pour qu'on lui livre Eleanor pour qu'il la bute. En gros, je sais pas comment il va amener ça, vu qu'il a fait buter tous ses prisonniers, donc c'est pas comme s'il avait une monnaie d'échange ou quoi que ce soit, donc je sais pas exactement ce qu'il prévoit exactement, on verra pour l'épisode suivant. Ouais. Et je pense qu'il sera pas trop d'accord, Rogers, puisque on appuie davantage ses relations avec Eleanor. Et c'est sur ça qu'on va se pencher ensuite. Rogers, donc, a fait le topo des dégâts et de la situation après leur victoire défensive, puisqu'il a fait capturer pas moins de 121 pirates qu'il s'apprête à juger, dont de Groot, qui se fait couper une oreille par un revanchard de l'attaque de l'île. Et il se pose la réflexion sur le fait que les gens ne sont pas derrière lui en fait, hein, avec cette situation qui est mise en place, dont on parlera plus tard avec Billy qui nous parle du fait qu'il a su fédérer suffisamment de gens pour créer des bandes en fait, des territoires au sein de Nassau. Et donc en ayant suffisamment semé le doute chez les gens avec la légende de Long John Silver, il a suffisamment divisé les gens pour qu'il y ait plusieurs factions, même si celle de Rogers est la plus forte. Et donc il déplore un peu le fait que les gens qui sont de son côté, donc les anciens pirates qui vivent de son côté, ne veulent pas l'aider. Et même aussi les gens normaux qui ne sont pas des ex-pirates, quoi. Ils se disent ok, on laisse passer le coup et on attend. Hein, on ne veut pas vraiment se mouiller totalement. Hein. Il reproche un petit peu à ces gens-là de ne pas avoir de conviction. Et ça appuie, je trouve, pour moi, la force de caractère du personnage et ses intentions qui, somme toute, n'ont pas rien de noble. Une fois de plus, pour revenir sur un commentaire que j'ai lu. Pour moi, même si c'est un peu pour sa gloire qu'il fait ça, il lutte contre certaines décisions de l'Angleterre et de l'Espagne pour arriver à faire marcher le coin. Et maintenir quelque chose ici, peut-être pour se prouver quelque chose à lui, mais au bout du compte, l'État d'Angleterre et l'État d'Espagne ne pensent pas particulièrement au bien-être de Nassau. Au pire, si on pouvait les raser, ce serait pas plus mal. Dans un sens. Alors que lui, il essaye de régler les choses pacifiquement, de mettre en place une nation pacifique où les pirates ne seraient plus dans le coin, ils ne gêneraient plus la chose comme le voulait Thomas Hamilton. Donc, même s'il y a quelques désirs personnels derrière, je trouve qu'il est totalement louable dans son approche. Et une fois de plus, s'il n'y avait pas la réhabilitation des esclaves dans le mix de la part de Flint, je serais clairement totalement du côté de Rogers, mais à 100%. Donc, c'est vraiment pour dire, une fois de plus, pour l'appuyer, ça, même s'il va se montrer un petit peu connard, puisque va y avoir une scène avec Max qu'on voit rapidement au début qui se cache avec pas mal de gens lors de l'attaque et qui commence à avoir la réflexion avec tout ce qui s'est passé, tu as pas peur qu'on change? Flash info ma vieille, c'est le cas depuis la fin de la saison 1. Vous arrêtez pas de changer. Toi, t'as totalement changé à la fin de la saison 1 en disant ok, cette garce a pas voulu vivre d'amour et d'eau fraîche avec moi en fuyant l'endroit, donc je vais faire comme elle et devenir une femme influente du coin. T'as totalement changé à ce moment-là.
et tu as pris des tonnes de décisions qui t'ont complètement changé par rapport à tes ambitions de base. Donc, oui, ça fait des lustres que tu as changé. Le seul problème que tu as en fait, c'est pas que tu as peur de changer, c'est que tu as peur que tes décisions n'aient pas été les bonnes pour toi, les meilleures à prendre au bout du compte pour toi, puisque tu es dans une situation délicate, vu qu'elle aura un accrochage avec Rogers qui fait un peu juger tout le monde dans sa taverne, et elle doit avoir un petit peu trop payer les frais pour ça, parce qu'il commence un petit peu à lui faire peur, hein, à dire ce serait cool de me rembourser un petit peu, et plutôt que de dire plus tard, attendez, ce qu'il pourrait, hein, il est un petit peu connard sur les bords à ce moment-là, Roger, ça je le reconnais. Il dit, écoutez, est-ce que vous voulez vraiment participer à cette nation ou pas? Est-ce que vous êtes une alliée ou une ennemie? Et je vais pas non plus aller dans l'indécision et faire, ah, c'est un petit peu l'un ou l'autre, quoi. Et ouais, donc il lui fait un petit ultimatum. Et ok, ça montre que Rogers est un peu trop implacable et surtout assez méchant sur le coup, mais ça montre aussi que ce qui lui fait peur à Max, c'est pas tellement le changement, c'est le fait que ses décisions ne l'ont pas amené à être dans une superposition. Hein, alors que oui, tu avais des tonnes d'occasions de te ranger dans quelque chose de plus calme, plus simple, où tu pouvais avoir un petit peu des couilles en or. Hein. Tu aurais pu te barrer avec Jack et Anne et vous refaire une vie. Hein. Vous auriez facilement pu faire ça. Mais non. Alors bien entendu, je suis pas sûr que ça aurait marché puisque Jack se serait quand même fait prendre dans la logique, mais voilà, que t'as pris des décisions. Il y a des conséquences, c'est une situation critique, complexe. Ne t'attends pas à ce que je te plaigne, surtout quand tu te plains de «Ah, j'ai peur de changer». T'arrêtes pas de changer depuis le début. Hein. Arrête, arrête. Mais bon, on va se centrer un peu plus sur Roger, c'est ça, sa façon un petit peu moyenne de lui avoir causé, puisque Lénore le reprend là-dessus et lui dit c'était quand même pas super ce que t'as fait, et c'est là qu'il finit par se confier par rapport à son ex-femme, parce que voilà, jusqu'à présent il était marié, mais une fois de plus c'est une ellipse qui va justifier pas mal de trucs, puisque voilà, entre-temps il a fait une demande de divorce à sa femme, et donc ça s'est fait en champ pour qu'il puisse se remarier avec Eleanor. Ils sont amoureux à ce point, ok. Une fois de plus, il me renvoie pas à ce point cette vibe-là. C'est pas un couple que je trouve sensationnel, je suis désolé. Hein. Mais bon, tant mieux hein, si vous voyez ça comme ça, tant mieux si vous êtes roucoulant à fond entre vous. Mais à cause de ça, et du fait que sa femme se trouve être une fille de bourgeois un peu influent, et ben son ex a demandé à ses parents de prévenir ses créanciers pour qu'ils lui serrent plus fermement la grappe et qu'il rembourse ce qu'il doit plus rapidement. Ce qui fait que maintenant il est un petit peu limite niveau zaï, d'autant plus que c'est un truc qu'on appuie très vite. Le commerce n'est pas très florissant dans le coin, parce que très certainement, ce n'est pas dit clairement, mais j'imagine que c'est le cas. Durant les mois qui ont passé, on a suivi la technique que Flint a mis en place, c'est-à-dire l'attaque des bateaux de commerce pour empêcher le commerce à Nassau. Donc, ok, c'est bien, c'est un petit peu léger comme façon de le dire, mais peut-être qu'on se penchera plus là-dessus. D'autant plus qu'avec ce qui s'est passé, ben maintenant, il n'y aura plus la flotte de Flint et compagnie, elle est défaite. Ou alors c'est autre chose qui empêche le commerce? Je sais pas, c'est bizarre. Je veux dire, les factions, les guerres de territoire, tout ça, c'est pas ça qui devrait empêcher le commerce dans le coin que tu contrôles. Logiquement, j'ai ça comme ça, hein. Je sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas suivi certains détails. Enfin bref, c'est moi qui m'étends sur un détail à la con. Voilà, c'est histoire de dire que c'est délicat, il a plus de thunes. Eleanor sera sans doute prête à l'épauler parce qu'ils aiment, c'est un super couple, tout ça. Je vous cache pas les couples mis en place. C'est peut-être un peu le problème depuis le début. Il n'y a aucun couple que je trouve particulièrement fort là-dedans. On se centre un tout petit peu sur trois couples dans cet épisode, et le troisième dont je parlais dans pas longtemps, il est un tout petit peu mieux que ces deux-là, mais rien de sensationnel non plus. Hein. Je ne trouve pas que vous rendiez avec beaucoup de force les relations amoureuses dans cette série. Vraiment. Donc ça me...
Ça passe sans plus, hein. Mais bon, voilà ce qui se passe du côté de Rogers. Et sinon, oui, du côté de Flint, ils se rendent de l'autre côté de l'île, sur la plage, où ils sont accueillis par Billy qui dit: Hé, pourquoi avez-vous attaqué? J'avais envoyé le message via Featherstone. Je me souviens du nom de ce gars, hein, l'ex-quartier maître de Jack. Ça sera important, puisque il joue un rôle assez notable dans la défaite de Flint. En fait, c'est lui le principal responsable. J'avais envoyé l'information à Featherstone qu'il allait y avoir cette barricade-là et que ce serait pas un bon moment pour attaquer en fait. Seulement Featherstone n'a pas relayé l'information et donc on se dit que Featherstone les a trahis. Et peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose, on le voit pas, hein. Donc, alors on verra la suite, hein, on verra la suite, c'est le petit suspense, le petit mystère. Tandis que on déplore aussi la disparition d'un être cher, c'est-à-dire Silver, qui est tombé lors de l'attaque. Et dont on essaye vraiment de nous faire croire durant les 40 premières minutes de cet épisode qu'il est peut-être vraiment mort. Il y a même une espèce de micro-suspense un peu moisi et facile. Ah, on dit qu'on a repêché quelqu'un qui a su remonter à l'eau à temps, et lorsque la barque arrive, bah non, c'est pas lui. Oh là là, ça veut dire qu'il est forcément mort, on regrette tellement sa perte, tout ça, tout ça. Il y a même Maddie qui nous fait un flashback du temps où ils étaient nus ensemble dans un même lit, parce que c'est vrai qu'on l'avait pas vu à poil celle-là. Bon, ne soyons pas mauvaise langue, ce n'est pas une scène de cul gratuite, ça montre qu'ils ont vraiment gagné en intimité durant les mois qui ont suivi la fin de la saison précédente. Et donc qu'il en était au stade confident avec elle, hein, qui se partageaient un petit peu leurs ressentis, leurs craintes, tandis qu'il discute un petit peu de sa relation avec Flint. Ah, non, je suis pas amoureux de lui, qu'est-ce que tu dis? Non, non, il dit juste, je le vois vraiment comme un ami sincère, même si j'ai quelques craintes pour lui, mais vraiment, il est important. Tandis qu'elle, elle se dit, je suis pas sûr quand même, hein. J'ai des doutes sur lui. Pense un petit peu à ce qui est important, histoire de bien appuyer qu'il y a une certaine confidence qui se fait entre eux. Et à nouveau, c'est le genre de moment de nudité qui passe bien, parce que ça aide à appuyer un propos sans en faire des caisses dans le sexuel. Donc, c'est très certainement la meilleure scène de nu de toute la série, pour l'instant. Donc, je tiens à appuyer ça. Ce genre de scène ne me dérange pas quand c'est pas juste du racolage gratuit. C'est clairement pas le cas. Mais bon, voilà, au moins on aura vu toutes les femmes importantes de la série à poil, hein, on s'en tient à ça quand même. Et ouais, on va passer un petit peu sur la guéguerre de pouvoir entre Flint et Billy. Parce que Billy se déplore le fait qu'on n'ait pas assez d'hommes pour s'attaquer directement sur Terre à l'armée de Rogers, hein, pour sauver ceux qui ont été capturés. Et c'est là que je me pose une question assez importante et qui me gêne pas mal en fait. C'est, ok, si vous pouvez avoir l'ascendant en termes d'hommes sur Terre, pourquoi toute la flotte de Flint s'est pas contentée d'accoster de votre côté de l'île, hein, sur la plage de votre côté de l'île, pour rejoindre les hommes que vous aviez déjà et attaquer tous ensemble? Parce que là, il y a facilement quelques centaines d'hommes qui sont morts ou qui ont été capturés dans le fiasco de leur attaque, plus le vaisseau de Teach qui s'est barré. Donc c'est une perte considérable. Si vous aviez eu tous ces hommes-là en plus, je pense que vous auriez facilement gagné sur Terre. En fait, mais facilement, de loin. Et ne me parlez pas des pertes qu'on peut avoir, tout ça. Même si leur plan s'était bien passé, il y aurait forcément eu une défense, une contre-attaque de la part du fort de Nassau, et ils auraient perdu pas mal d'hommes. Très certainement. Alors que là, en surnombre, oui, ils auraient perdu des hommes, et est-ce que ce serait beaucoup moins? J'ai du mal à le croire. D'autant plus que, oui, le fort de Nassau va pas permettre de lutter contre ces hommes-là à terre. C'est vraiment un fort qui aide à protéger contre les attaques maritimes. Donc, je comprends pas en fait. Maintenant, vous mettez en avant cette approche-là, le fait que vous avez assez d'hommes, vous avez pas tout à fait assez d'hommes pour attaquer directement les soldats de Nassau. Pourquoi vous n'êtes pas parti sur cette tactique-là,
qui paraissait nettement moins risqué. Sérieusement. En fait, pourquoi les navires de Flint et compagnie ne se sont jamais rendus à Nassau via ce coin-là de l'île? Parce que logiquement, ils devraient être un tout petit peu au courant de comment ça se passe. Je veux dire, ils ont eu suffisamment d'infos. Featherstone leur en a donné suffisamment pour qu'ils comprennent ce qui se passe, quoi. Ils sont pas complètement. Qu'est-ce qui se passe à Nassau? On sait absolument rien, quoi. Donc, je. Je sais pas. C'est ce genre de truc, de réflexion qui s'installe, qui s'instaure quand vous mettez en avant ces détails-là. C'est gênant, c'est ultra gênant, je ne cache pas. Hein, enfin bref. Il dit qu'on n'a pas assez d'hommes, mais grâce au surplus que vous avez et une possibilité d'engager auprès d'une plantation où il y a bien entendu des esclaves noirs qui sont utilisés, on peut faire en sorte d'attaquer cette plantation. Hein. Donc on n'avait pas assez d'hommes pour l'attaquer, maintenant on en a assez pour l'attaquer, pour avoir ces hommes en plus, et donc avoir l'ascendant en termes de puissance sur Rogers. Et ok, alors le temps de faire ça, c'est clair et net que la plupart des pirates qui ont été capturés seront exécutés. C'est clair et net. Et surtout, ouais, il y a Flynn qui est pas d'accord, qui dit ouais, maintenant que Roger s'est affaibli par pas grand chose, mais il considère qu'il est affaibli. Parce que oui, vraiment, quoi, il a un tout petit peu touché le fort, il a tué quoi? Il donne l'impression d'avoir tué quelques dizaines d'hommes au max. Au max, il a tué 20-30 hommes, quoi. Il a détruit quelques canons du fort, c'est bien, quoi. C'est bien pour rattaquer peut-être plus tard, mais c'est pas, ça va pas aider pour le combat directement sur Terre. Je dis ça comme ça. Donc, si Flint dit non, c'est mieux d'attaquer maintenant, tant que battons le fer pendant qu'il est chaud, quoi. Et c'est là qu'ils donc ils ont cette guerre de qui pisse le plus loin. Vous n'êtes plus le chef. J'avais fédéré ces gens-là sous la bannière de Long John Silver. Je ne fais pas confiance à vous pour nous diriger. Mais c'est là qu'il finit par jouer la carte du chantage avec c'est moi qui connais l'emplacement du trésor à récupérer. Nous ne sommes que trois personnes à savoir où il est, et deux sont très certainement mortes. En faisant référence donc à Silver et à Jack. Je sais pas pourquoi il saurait que Jack est mort. Peut-être qu'il a vu rapidement le vaisseau de Teach être poursuivi par un autre navire. Peut-être, sans doute. Et donc, on met en place déjà le fait que très certainement, s'il n'y a plus que Flint pour savoir où se trouve le trésor pour le début de l'île au trésor, il faut que Jack meure. Mais en même temps, c'est pas impossible, étant donné que Silver est pas censé savoir ça en détail dans l'île au trésor, que. Je sais pas en fait comment c'est censé se goupiller. On verra. Je sais pas. On est au début de la saison 4, je sais toujours pas comment vous allez mettre en place la situation de l'île au trésor en fait. Ce qui est en soi intriguant d'un côté et de l'autre, si ça commence à devenir un tout petit peu inquiétant. Intriguant et inquiétant, on verra. Hein. Une fois de plus, il reste 9 épisodes, on a encore le temps. Sommes d'accord. Donc, ouais, ils se battent pour savoir qui a l'ascendant. Flynn finit par avoir le dernier mot. Ah, c'est moi qui. Mais au bout du compte, c'est plutôt Maddie qui les remet à leur place, puisque elle sait également, enfin, elle dit qu'elle sait également où se trouve le trésor, puisque Silver lui aurait dit. J'ai été sa confidente et il m'a confié cet emplacement. Et donc, voilà, j'ai mon mot à dire et je ne laisserai pas un roi pirate diriger tout seul le coin. Et histoire de mettre en place le fait que les décisions ne se prendront pas seules stupidement et qu'elle aura vraiment un rôle notable. Ok. J'attends encore le moment où elle aura vraiment un rôle notable en fait. Parce que à chaque fois, elle essaye un petit peu de montrer je suis une femme forte, je veux être une chef, mais sinon, elle contribue pas à grand chose. Et à part représenter un nom, je vois pas vraiment ce qu'elle a énormément apporté pour l'instant. Donc, vivement qu'on arrive à ce moment où elle aura un rôle proactif notable. Vivement qu'on arrive à ce moment-là. Donc, ouais, il y a ça qui commence à s'instaurer. Tandis que, évidemment, on finira par dire vers la fin de l'épisode que Silver a survécu.
Ils n'ont pas fait durer ça des plombes comme avec Billy, non, non, non. Hein. On est suffisamment respectueux de votre intelligence pour pas vous faire croire que Silver est mort pendant un certain temps, quoi. Silver de l'île au trésor, faut pas exagérer, quoi. Donc, Silver s'est pris le pied, la jambe dans le filet, dans un filet sous la mer. Et pour y réchapper avant la noyade, il est obligé de lâcher sa jambe. Sa jambe de bois, hein, évidemment. Il se coupe pas la deuxième jambe, ce serait un petit peu ironique, mais ouais, il lâche sa jambe de bois et donc remonte à la surface d'un des compartiments d'un des bateaux. Et je pense que c'est le truc un peu intelligent du personnage, c'est-à-dire que il se rend compte que la surface directe, elle n'est pas facilement atteignable. Elle est un petit peu trop loin et lui doit se dépêcher un petit peu. Donc, dans l'urgence, il se dépêche de remonter à la surface, là où il y a encore un petit peu d'air, dans un reste de bateau qui a échoué dans l'eau. C'est ce qui est intelligent. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Et puis la mise en scène, une fois de plus, dans le suspense et le décor, c'est cette façon de montrer la chose, ce personnage de façon cinématographique remonté à la surface. C'est excellent, hein, vraiment, c'est du grand travail de mise en scène et de décor, tout simplement. Bref, il parvient à se sauver in extremis face à une chèvre du, du bateau qui va très certainement en crever noyé celle-là. Mais voilà, une fois qu'on passe ce petit trait d'humour et qu'on passe à la scène suivante où il apparaît, il échoue sur la plage, rampant de ce qu'il peut puisqu'il n'a plus sa jambe pour le supporter, et il voit un mec qui achève, qui finit de tuer les gens qui ont échoué sur la plage, justement. Et qui voit cet amoncellement de corps suite à la bataille et qui décide de les finir. Ce qui doit être il essaye d'échapper aux mystérieux exécuteurs, mais finit par se faire attraper et on fait un petit suspense sur de qui il pourrait bien s'agir. Parce que j'ai du mal à saisir. Enfin, il n'a pas vraiment le faciès d'un soldat de Rogers, mais pourquoi un mec du territoire de Billy qui irait exécuter des gens sur la plage en fait. Et surtout qu'une fois de plus, c'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment surtout des pirates quoi. Donc je sais pas, hein, c'est qui ce mec? Est-ce qu'il y a un troisième territoire? Parce que Billy parle du fait que ça s'est scindé en territoire, peut-être qu'il y a un troisième territoire en plus de celui de Billy et de Rogers. Je sais pas, on verra. C'est le petit suspense, la petite surprise, on verra bien. Et globalement, c'est tout à fait correct, hein, je veux dire, ça passe tout à fait acceptablement, on justifie très correctement pas mal de choses. En toute sincérité, j'attends un petit peu pour Featherstone comment on va justifier ça. Mais ouais, le fait qu'on se centre sur des relations qui finissent de plus en plus par devenir un petit peu obsolètes pour moi, j'ai envie de dire. Voilà, la relation Anne-Jack, la relation Eleanor-Rogers, je m'en fiche. Comment Max se considère, je m'en fiche un petit peu. Puis même Billy et Flynn qui se gueulent dessus, qui jouent à qui pisse le plus loin. Je dis pas que c'est mal fait ou quoi que ce soit, mais en toute sincérité, j'en suis au stade où leur relation me fait plus grand effet. Vraiment, quoi. Et les relations de personnages me font pas des masses d'effets, en fait. C'est assez dingue à dire dans cette série. Et ouais, au début, c'était pas le cas, mais maintenant, il y a un truc qui s'est un peu zappé. Je peux pas dire une seule seconde que c'est mal écrit, mais c'est juste, en termes d'attachement émotionnel, il y a un truc qui est un petit peu parti. Et ça vient du fait qu'on est balancé in medias res dans l'action pour totalement casser ce que la saison 3 a mis en place en fait. On fait une ellipse et on casse pas mal de trucs mis en place dans la saison 3, dans le conflit qui était amené. C'est un peu pareil d'ailleurs au début de la saison 3 quoi. Hein, où on commençait en cassant totalement le conflit qu'il pouvait y avoir entre Flint et Jack en disant bah, au bout du compte ils se sont retrouvés, ils ont fait un marché ensemble, hors champ. Voilà, tout ça se fait hors champ. Voilà. C'est au début de la saison 3 voilà, c'est ça. Ce genre de truc, de conflit, d'éléments intéressants à appuyer, à montrer ne serait-ce qu'un tout petit peu, sauter comme ça, je vous jure, c'est un peu chiant. Ça pourrait être beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus passionnant à suivre pour moi.
mais c'est suffisamment solidement écrit pour pas que je juge une seule seconde que c'est mauvais en soi. C'est tout à fait correct. Espérons que ce soit un petit peu mieux pour la suite. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!